parce qu'on avait une petite question concernant Vladimir Poutine, dont on a beaucoup dit qu'il serait candidat à sa réélection. Alors, on parlait d'une déclaration de candidature les 3 ou 4 novembre. On est le 8, on attend toujours Magali. Alors, pas qu'il y ait un suspense insoutenable, évidemment, mais on voudrait comprendre pourquoi il n'a pas encore officiellement annoncé ses intentions, sachant que la présidentielle est dans quelques mois, c'est au mois de mars. Le Kremlin, même lui, refusait d'en dire plus en début de semaine. Souvenez-vous, la question avait été posée à Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui disait « je n'ai rien à dire sur ce sujet ». Ça, c'était lundi de mémoire. Il n'est pas candidat officiel, ceci dit. La campagne a largement commencé et c'est peu de dire que le Kremlin travaille très fort sur le patriotisme en ce moment. Ah oui, on a comme la sensation que le Kremlin fait tout pour s'attirer les bonnes grâces de la population. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on en avait parlé, il y avait l'organisation d'une loterie pendant la campagne électorale. Elle a commencé d'ailleurs, elle est organisée par le pouvoir, à gagner des voyages et des logements. Et bien cette fois, on apprend que toute une série de concerts allait être organisés à travers tout le pays, à travers la Russie. Objectif, montrer que tout est normal en Russie, et ce, malgré la guerre. Et puis, c'est un bon moyen d'exalter le sentiment patriotique, effectivement, des Russes. C'est ce qu'explique une source au sein du Kremlin à Medusa, vous le savez, le média indépendant russe. Il s'agit de favoriser le patriotisme et, par conséquent, la popularité du président. En plus, cela envoie un signal à ceux qui vivent en dehors des grandes villes. Vous n'êtes pas oubliés. En vedette, des musiciens fidèles au Kremlin. Les bons artistes se produiront avec le bon message patriotique, dit cette même source, ça ne s'invente pas. On retrouvera donc sur scène des stars russes de la pop et du rock, des stars loyales, tout ont soutenu ouvertement l'opération spéciale, à l'image de Shaman. Alors nous, on ne le connaît pas vraiment ici, peut-être que vous qui avez été en Russie, alors Renaud le connaît, parce qu'en fait c'est un chanteur très populaire, c'est lui, très populaire en Russie, qui avait lui aussi... Non, pas du tout. Ses derniers lieux de concert, c'était Mariupol et Louhansk, par exemple. C'était il y a quelques mois. On l'écoute un petit peu ? Bah oui. Voilà, cette série de concerts va ressembler à ça, avec une foule bien compacte et des drapeaux partout. Alors, c'est inédit, Magali, d'organiser des concerts comme ça pendant une campagne présidentielle ? Eh bien non. Boris Eltsine, déjà, avait fait la même chose lors de sa campagne présidentielle en 1996. Didier acquiesce d'ailleurs. Mais regardez, donc lui, il avait participé à cette série de concerts. On le voit là à Rostov-sur-Don. C'était une image qui avait fait le tour du monde. Il a le swing, hein, franchement, il a le swing. Avec un bon rythme. Le swing. C'est ça. Alors, ça, vous ne verrez pas ça avec Vladimir Poutine. Il n'y avait pas que du swing. Ah oui, alors non. Il y avait de la pomme, mais il n'y avait pas que ça. Non, il n'y avait pas ça. Non, vous ne verrez pas ça avec Vladimir Poutine parce que lui ne participera pas à cette série de concerts. Il ne va pas y aller. Il y a trop de monde. Bah oui. Et qui dit trop de monde dit trop de microbes. Vous le savez, le président russe a une peur bleue des virus. Depuis le Covid, il tient ses interlocuteurs à distance. Mais il va peut-être falloir qu'il change parce que c'est difficile de faire campagne comme ça. En visio. Et c'est évidemment en visio. Et c'est aussi difficile de faire campagne comme ça, un peu trop loin de ses interlocuteurs. Le Kremlin en est conscient. Les règles ont donc été assouplies pour rencontrer le président. Vous le savez, il fallait observer une période d'isolement de 2 semaines. Ça va changer. Cette période d'isolement va être réduite à 5 jours. Il faut rendre le président plus proche du peuple. On en a une illustration justement aujourd'hui. Vladimir Poutine s'est rendu dans un hôpital de Moscou, regardez, pour rencontrer des enfants malades. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ces images. Il ne touche pas les enfants. Non, ne touche pas. Proche, mais pas trop quand même. Et on met un genou à terre à côté de ces pauvres enfants. Effectivement, c'est assez... Bon, ça nous fait sourire parce que voilà, c'est quand même assez tragique. Ça se passe toujours comme ça, les campagnes présidentielles. Vous avez été en poste en Russie, vous connaissez ça par cœur. Moi, j'ai vécu celle de 2018. Non, ça s'est passé de manière différente. Plus sobre. Ouais. Il y avait moins d'enjeux pour Vladimir Poutine parce qu'il de toute façon, il était assuré de gagner bien sûr, mais il n'y avait pas trop d'interrogations à ce moment-là sur sa candidature. Il y en avait eu plus dans les années 2011-2012, mais celles de 2018 ont été presque normales. Aujourd'hui, donc, il y a effectivement cet aspect Covid, parce qu'il avait déjà, ça date pas du Covid d'ailleurs, ça date de bien avant. Il avait avoué à Oliver Stone, qui avait fait une série de documentaires sur lui, qu'il avait une phobie, et
c'était effectivement celle des maladies contagieuses, des microbes. Et on l'a vu pendant le Covid, tout le monde se souvient de la table de, je ne sais plus, 6 mètres de long, 6 mètres de long, avec le président de la République et toutes les précautions qu'il a prises. Et cet isolement qui est aussi une des causes de sa dérive. Mais déjà, il y avait eu des loteries, des concerts pour inciter les gens à voter au moment du référendum lui permettant de prolonger par 2 mandats consécutifs, donc jusqu'en 2036. Alors, il y a quand même une interrogation, pas non plus ce que je disais tout à l'heure, pas que le suspense soit insoutenable, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déclaré là comme c'était prévu? Ala Poédi, qui était sur le plateau hier, elle avait sa petite idée. Alors, on va écouter ce qu'elle dit, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Pour elle, c'est lié à la guerre en Ukraine. Écoutez. Poutine voulait annoncer sa candidature le 4 novembre. C'est le jour de l'unité nationale russe, c'est la nouvelle fête nationale. Ils ont ouvert une exposition, une sorte d'exposition universelle, mais pan-russe, je peux dire, qui concerne toute la Russie, à Moscou. Et c'est là, tout était prévu pour qu'il annonce cette victoire avec, bien évidemment, la prise de Avdiivka. Tout a été fait pour que Avdiivka soit prise pour ça, pour qu'il l'amène sur le plateau en disant voilà, l'Avdiivka est prise, là je suis le héros et j'annonce ma candidature. Et non, tout a été raté. Bon, Avdiivka pas prise, là on est d'accord. On en repartira sur le terrain d'ailleurs tout à l'heure. Pas que ce soit simple pour les Ukrainiens sur place, mais bon, pourquoi il aurait besoin d'une victoire dans la petite ville d'Avdiivka alors que les difficultés des Ukrainiens pourraient lui suffire? Oui, je pense que franchement... Pour lui, c'est un détail de l'histoire. Pour reprendre une expression bien triste, c'est pas le fait qu'Avdiivka n'ait pas été pris. Je pense qui a décidé ou non de l'annonce de sa candidature. D'abord, sa candidature, elle est quand même évidente pour tout le monde. D'une certaine manière, c'est un non-événement. Et puis, il a suffisamment de raisons de se féliciter à l'heure actuelle, Vladimir Poutine. Je pense que oui, il n'a plus besoin d'Avdiivka. Là, justement, la contre-offensive ukrainienne est bloquée. Le Sud global lui semble de plus en plus proche. Ce qui se passe au Proche-Orient aussi est tout sauf un drame pour lui. Il réussit à essayer de s'inscrire de nouveau, non pas comme un partenaire incontournable, mais voilà, on le voit quand même, il continue à avoir des relations, il est ressorti international, il est ressorti de Russie, etc. Qui l'eût cru il y a encore 1 an et demi quand on s'interrogeait sur le fait de savoir s'il n'avait pas la maladie de Parkinson parce qu'il avait l'air de s'accrocher un peu à la table en discutant, je crois que c'était avec Shoigu ou Gerasimov. Oui. Donc voilà, franchement, pour l'instant, pour Vladimir Poutine, les planètes sont en train de s'aligner si on compare à ce qu'était sa situation après l'échec de son grand rêve de prendre l'Ukraine, toute l'Ukraine et de renverser le pouvoir en place. Ceci dit, Renaud, vous qui êtes journaliste politique et qui avez suivi un certain nombre de campagnes présidentielles, alors dans des pays démocratiques, mais enfin en général, quand c'est la fin du mandat et l'heure de la campagne, c'est l'heure du bilan aussi. Peut-être qu'un certain nombre de Russes pourraient effectivement se poser la question, notamment ceux dont les enfants sont partis à la guerre, de dire on nous avait dit il y a 2 ans qu'en quelques jours ce serait terminé, ça n'est pas le cas. Voilà, il y a peut-être cette inquiétude-là du côté de Poutine ou pas du tout? À mon avis, il a avant tout regardé le terrain et il voit la situation du monde, la situation géopolitique. Et effectivement, je suis d'accord avec Catherine, la situation géopolitique lui est favorable. La guerre d'usure avec l'Ukraine lui profite. Sa population, quand on regarde les quelques sondages qui sont faits, même s'il faut s'en méfier, ou certains micro-trottoirs, même s'il faut s'en méfier, on n'a pas l'impression qu'il y ait, encore une fois, comme d'habitude, une révolte des masses populaires contre ce nationalisme autoritaire. Les propagandistes, me semble-t-il, vont s'en donner à cœur joie parce qu'il va y avoir une élection au mois de mars en Russie, alors qu'en Ukraine, de l'autre côté, les élections sont repoussées. Donc ils vont avoir beau jeu, et ça va être un culot énorme, mais ils vont avoir beau jeu de dire, vous savez, nous, regardez les démocrates, c'est nous qui votons. En face, ils votent pas, ils ont peur. Et puis on laisse parler les opposants dans les prisons aussi, parce que hier on parlait de Girkin notamment, voilà. On les laisse parler. Ça fait démocrate. Voilà, exactement. Et puis, l'interview de Zaloujny qui circule partout, où effectivement, la contre-offensive est dans une impasse. Donc
Ils peuvent se dire on a un chef. Et je crois que le fait de dire on a un chef qui tient les rênes du pouvoir, c'est très important pour les Russes. Après, d'un point de vue économique, il y a quand même des sanctions, il y a quand même des secteurs d'activité qui sont touchés. Donc, mais elles sont bien moins importantes que prévu, ces sanctions, enfin en tout cas les effets de ces sanctions, comme on l'a vu dans l'histoire. Nous on pensait. Imaginez peut-être que ce soit aussi le côté je ne vais pas m'abaisser à me déclarer président, parce que tout le monde le sait. Ça je sais pas. C'est évident, je suis l'homme providentiel, non ? Oui, c'est un non-événement en tout cas. Oui, c'est ça, d'en faire un non-événement. Oui, tout le monde sait qu'il est candidat et qu'il sera président. Et qu'il sera président. Magali nous avait fait une chronique sur le scénario, on sait ce qui va se passer, c'est pas 15 mars, je crois. Non, mais c'est ça. Il a évité le pire. Le pire pour lui, c'eût été que la contre-offensive ukrainienne débouche sur la mer Noire et donc isole, reprenne le littoral et isole en fait la Crimée. C'était ça qui... Là c'était pour lui le scénario catastrophe. Bon, là, il n'a pas gagné, il n'a pas réussi à faire tomber Kiev, c'était l'année dernière, il a perdu Kherson, c'est absorbé et digéré. Et surtout, bon, il a quand même réussi à encaisser cette offensive. Donc, certes, c'est pas ce dont il rêvait, mais finalement, ça lui suffit. Il a la continuité territoriale entre la Crimée et la Russie, et donc il peut se mettre en position défensive. Il n'est donc pas obligé, à moins qu'il continue à caresser ses rêves de percer. Mais on le voit sur Avdiivka, il le fait avec ce qu'il a. Il n'a pas encore lancé une nouvelle remobilisation de 200, 300, 400 000 hommes qui pourrait lui poser un problème politique. Il le fera peut-être après les élections, mais pas avant les élections. Donc en tout cas, il est quand même, sur le plan militaire en Ukraine, il est dans une situation où finalement, malheureusement, il peut attendre. Voilà. Il a encaissé le choc le plus dur et pour lui, tenir cet hiver suffit. Voilà. C'est ça. Donc il lui suffit de tenir ce qu'il a. Je ne dis pas qu'il ne rêve pas de plus et que la Russie ne va pas continuer à essayer. Peut-être après. Peut-être, je ne sais pas. En revanche, il a ça. Donc il faut que, je pense qu'il... Alors, s'il avait eu Avdiivka, tant mieux. Mais je pense que ce qu'il a là, d'un certain point de vue, lui suffit. Après, il trouvera la façon de faire politiquement sa déclaration. Mais ça lui suffit pour le faire. Il n'a pas été... Puis l'Occident a un autre sujet, quand même, franchement. Alors après, on verra. Pour l'instant, c'est la presse qui a un autre sujet. Mais l'Occident, je pense, travaille quand même sérieusement, justement, et c'est ça l'intérêt de l'article de Zaloujny, à voir quelle va être la phase d'après, justement. Comment on donne la capacité à l'Ukraine à organiser une vraie défense. C'est quand même plus facile à faire qu'une offensive, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et à terme, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, de toute manière, les Ukrainiens ne veulent pas et ne peuvent pas négocier dans ces conditions-là, pas plus que les Russes ne le demandent. Donc la question est de savoir comment on s'organise pour le long terme. Voilà. Donc je pense qu'il a un espace relativement confortable, entre guillemets, pour lui. Surtout que c'est les élections américaines bientôt, qu'on voit qu'ils sont en train de se déchirer, les Américains. Ils commencent doucement à se déchirer sur le soutien